Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 8 de l'alchimie de l'écriture, une série où l'on s'intéresse aux différentes façons d'inventer des personnages, des histoires et surtout de les coucher sur le papier. Et aujourd'hui, je vais en particulier répondre à une remarque que vous me faites souvent en commentaire. Je résume dans les grandes lignes. Alors vous me dites, oui, tout ça, vos vidéos, c'est très bien, vous avez l'air de quelqu'un de très organisé, mais qu'est-ce que vous faites de la spontanéité? Qu'est-ce que vous faites de l'inspiration qui vous vient sans prévenir? Ça ne vous arrive donc jamais de vous asseoir à votre table de travail et de laisser couler votre histoire comme elle vient, pendant toute la nuit s'il le faut, pendant des jours en pyjama sans se raser? Il paraît qu'un tel a écrit son prix Goncourt en 2 semaines et demie. Est-ce que ça ne serait pas justement ça, l'idéal de l'écrivain? La passion, le génie, le souffle de la muse? C'est exactement ce qu'on se dit, souvent, quand on commence à écrire. Car souvent, l'écriture commence comme un élan. On sort son cahier, on allume son ordinateur et on se jette à l'eau. On écrit et on voit ce qui en ressort. Et puis, après quelques heures, quelques jours, on ralentit, on s'essouffle, on relit son manuscrit et on n'est pas forcément satisfait. On retouche, on recommence. Et dans la plupart des cas, 2 mois plus tard, on en est toujours là, on ressasse et on se dit qu'on n'a pas le génie et que ça n'en finira jamais, qu'on n'arrive décidément pas à la cheville du fameux Goncourt qui a bouclé son chef-d'œuvre en 2 semaines et demie. Alors d'abord, je voudrais tordre le cou à cette histoire de temps d'écriture. Prenez un roman que vous adorez, vous l'avez bien en tête, pour vous c'est un chef-d'œuvre. Eh bien, qu'on vous dise qu'il a été écrit en 2 semaines ou en 20 ans, qu'est-ce que ça change? Le fait qu'un livre ait été écrit d'un seul trait, le rend-il meilleur que le même livre écrit laborieusement sur une durée de plusieurs années? Non, objectivement ça ne change rien, c'est juste une image qu'on plaque sur le processus d'écriture. En fait, il y a 2 métaphores. La première, c'est l'eureka, c'est le génie. L'artiste est frappé par une inspiration divine et il accouche de son œuvre dans un instant charnel et sublime. À l'opposé, il y a la métaphore de l'orfèvre, le gars minutieux et patient qui va façonner et polir chaque portion microscopique de son œuvre jusqu'à la perfection. Et honnêtement, on préférerait souvent être le premier. D'abord parce que ça fait gagner du temps, mais surtout parce qu'il véhicule l'image du génie, du talent, du créateur qui s'élève par-dessus le commun des mortels. Et moi, je vous conseille d'oublier tout ça. D'abord parce que ce ne sont que des métaphores, ce n'est pas la réalité. Et pour votre projet personnel, il n'y a qu'un seul critère qui compte, que vous travaillez à votre roman jusqu'à ce que vous-même vous le jugiez terminé, c'est-à-dire aussi bien que vous le rêviez. Le temps que ça vous prend n'a aucune importance. Bon, ceci étant dit, la spontanéité ce n'est pas uniquement une question de temps, c'est aussi une question de fraîcheur. En général, on ne rêve pas d'écrire son roman d'un seul trait uniquement pour gagner du temps, mais parce qu'il nous semble que moins on y réfléchit à l'avance, plus on se fie à son instinct, plus le résultat sera naturel, crédible, inspiré, fluide. Bref, on a le sentiment qu'en intellectualisant son travail, on le rigidifie, et on obtient un texte artificiel dont on voit trop l'architecture et la construction. Autrement dit, la réflexion tuerait l'enthousiasme. Alors, oui, la spontanéité, ça se voit dans le texte final, et l'on sent bien qu'il y a des moments d'inspiration où ce qu'on écrit sonne plus vrai. C'est pour ça que les acteurs, par exemple, s'imposent des exercices d'improvisation. C'est aussi pour se sentir soi-même, pour sortir ce que l'on a en nous, sans barrière et sans intellect. Et puis, si on y réfléchit, on se rend compte que de toute façon, toute idée est forcément spontanée. On n'accouche pas d'une idée à la suite d'un raisonnement logique qu'on développerait pendant des heures assis à son bureau. Non, l'idée vient toujours quand on s'y attend le moins, sous la douche, en promenade, alors qu'on lit le livre d'un autre ou qu'on discute avec des amis. Toute idée est spontanée. Le travail plus laborieux, plus méthodique, n'est pas là pour remplacer la spontanéité des idées, il est là pour les organiser et les mettre en forme. Et même tiens, on peut dire que notre métier d'écrivain consiste justement à reconnaître, à trier, à organiser toutes ces idées géniales et spontanées qui nous viennent dans le désordre à longueur de journée. Et je vous propose, pour bien comprendre l'étendue du sujet, de faire un petit crochet par le fonctionnement de notre cerveau, ce fameux cerveau dont on attend qu'il nous débite des idées spontanées. Le cerveau est une machine à analogie. Schématiquement, il est constitué de neurones qui forment un réseau gigantesque. Si vous l'excitez à un bout par des images, des sons, des pensées ou n'importe quoi d'autre, il en ressort quelque chose à l'autre bout. Ça peut être une action, une décision, un état d'esprit ou la fameuse idée géniale que vous attendez. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la logique complexe de ces liens, c'est-à-dire la machinerie qui tourne entre l'entrée et la sortie, a été façonnée par les milliers d'expériences que vous avez vécues depuis tout petit.
les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus, etc., etc. Et si vous remettez le même stimulus à l'entrée, il y a de grandes chances que vous obtiendrez la même idée à la sortie. C'est ce qu'on appelle un cliché. Par exemple, j'ai l'idée spontanée d'écrire l'histoire d'un royaume fantastique hors du temps avec des elfes hors la loi parce que la magie est interdite et les dragons ont disparu depuis bien longtemps. Cette idée d'histoire géniale que vous avez eue en vous levant, attention, c'est un cliché. Pourquoi ? Parce que votre cerveau l'a déjà vu ailleurs. Sans que vous en ayez conscience, il l'a fabriquée en imbriquant différentes visions glanées ici ou là, et il vous la ressort comme ça, comme si elle tombait de nulle part d'une divine inspiration. Et donc, mon conseil serait le suivant. Acceptez les idées spontanées comme elles vous viennent, mais ensuite, dans un deuxième temps, revoyez-les quand vous avez la tête froide. Demandez-vous d'où elles viennent, quelle est votre inspiration. Vous en avez toujours une idée ne vient jamais de nulle part, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Identifier vos sources d'inspiration, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, cela vous permet souvent de mener votre idée un cran plus loin pour approfondir cette inspiration ou au contraire, vous écarter de vos sources pour innover et pour surprendre. Une autre façon de faire, c'est la règle des 3 idées. Chaque fois que vous vous posez un problème, comment doit réagir tel personnage, comment cet autre va parvenir à s'évader de prison, ou comment celui-ci va parler aux autres, quel sera son style ou son mode d'expression. Eh bien, chaque fois que vous cherchez une idée fraîche et créative, imposez-vous d'en trouver 3. 3 idées bien différentes, 3 pistes, 3 solutions à votre problème. Et puis ensuite, payez-vous le luxe de choisir entre ces 3 idées. Vous verrez, bien souvent, la meilleure idée sera la 3e. La première est souvent un cliché, la deuxième une variation, et c'est seulement à la 3e idée qu'arrive la solution originale, celle à laquelle personne n'aura pensé. Ok, alors d'accord pour la spontanéité du moment qu'on reste vigilant. Mais il y a un autre problème, c'est l'échelle que représente un roman tout entier. Un roman de 300 pages, même 200, c'est un objet très compliqué. Si vous voulez accoucher de votre histoire d'un seul trait en laissant s'exprimer votre spontanéité, vous allez devoir garder en tête tous les détails au fur et à mesure que vous avancez. Qui connaît qui, qu'est-ce que le perso A pense du perso B, comment leur relation évolue, qu'est-ce que chacun est censé savoir, qui fait quoi, à quel moment. Bref, fier de ma petite expérience, personnellement, je suis intimement persuadé qu'un roman entier est un objet trop volumineux pour entrer dans un cerveau humain. C'est un problème trop compliqué, vous ne pouvez pas physiologiquement avoir tous les détails de votre intrigue et de vos personnages dans vos neurones. Peut-être que ça serait possible si le livre était terminé, on peut connaître ainsi le roman d'un autre quand on l'étudie. Mais le vôtre, c'est différent, parce qu'il n'est pas fini, il est en devenir. Il est un conglomérat de centaines de problèmes et d'idées disparates, des milliers de petites décisions à prendre, et ça, croyez-moi, votre cerveau, comme le mien, n'en est pas capable. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser, faire des fiches et des schémas, essayer de simplifier les problèmes ou de s'y attaquer un à un avec une méthode, peu importe laquelle. Un jour, vous allez prendre du recul et envisager votre histoire dans sa globalité. Un autre jour, vous allez vous attaquer à un point de détail, une scène, un dialogue. Et à chaque fois, à chaque niveau différent, vous allez laisser parler votre fameuse spontanéité, votre créativité. Mais sur un domaine restreint, à une échelle donnée. Quand un problème est trop gros, on est bien obligé de le couper en morceaux plus digestes. Voilà, alors supposons que je vous ai convaincu sur la nécessité de s'organiser un minimum pour écrire un roman. Ok, mais il reste le style, les mots, les images, et pour ça, on en est tous convaincus, rien ne vaut la spontanéité. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec vous, mais pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, j'utiliserai une métaphore, la métaphore du studio de cinéma. Au cinéma, le jour où le réalisateur veut tourner une scène importante, il a retenu le lieu du tournage, à la bonne heure, avec les bonnes lumières, il a installé le décor et tous les accessoires à leur bonne place. Puis il est allé à la rencontre des acteurs dans leur loge pour bien les préparer à la scène, leur rappeler ce qu'ils sont censés avoir fait juste avant, leur état d'esprit, leur but, leurs espoirs, à quoi ils pensent à ce moment exact. L'acteur et l'équipe digèrent tout ça, et puis une fois que le chef dit « on tourne », les acteurs deviennent les personnages. Le décor devient la réalité, et l'histoire qui se déroule devient un moment spontané. Eh bien, l'écriture d'une scène, c'est exactement la même chose.
En tant que réalisateur de votre roman, vous devez avoir réglé tous les détails. Où on est, quelle heure il est, quels sont les personnages présents, quel est le contexte de la situation. Vous devez vous replonger dans l'état d'esprit non pas de un, mais de tous les personnages, ce que chacun pense des autres, ce qu'ils attendent de la situation, ce qu'ils craignent, ce qu'ils espèrent. Et là, vous pouvez vous asseoir à votre table et prendre votre stylo. Vous avez évacué tous les problèmes, toutes les contingences qui ne valent pas d'y consacrer un neurone, et voilà tout votre cerveau d'auteur consacré uniquement à la spontanéité de la scène que vous allez écrire. Et voilà comment non seulement l'organisation et le travail en amont ne gênent pas la spontanéité, mais au contraire comment il lui permet de s'épanouir et de donner le meilleur de votre créativité. Je vous ai convaincu? Dites-le moi en commentaire, je viens personnellement de commencer le nouveau projet d'un roman et croyez-moi, ce que je vous raconte, je le vis au quotidien et j'y pense en permanence. Vous aussi, prenez le temps de vous interroger sur la manière dont vous travaillez. Nous sommes tous différents et mes recettes ne sont pas forcément les vôtres. J'espère simplement que mon expérience personnelle résonnera à vos oreilles et alimentera votre boîte à réflexion. Alors, je serai ravi de continuer ces cogitations avec vous dans mon prochain épisode et je vous conseille de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas le rater. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil, si vous ne connaissez pas déjà, à ma série jumelle, l'alchimie d'un roman, où je décortique les grands romans de la littérature. Vous pouvez aussi suivre mon actualité sur Facebook. Et si vous voulez me donner un coup de pouce, en plus de votre soutien chaleureux en commentaire, vous pouvez me remercier sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Voilà, je vous dis à bientôt, écrivez bien et lisez des livres.